C'est l'heure de notre nouvelle aventure de la mi-journée. Merci d'embarquer avec nous à la rencontre d'un artisan hors pair. Il est handicapé visuel, mais il fait des merveilles de ses 10 doigts. Il est bien difficile d'imaginer un malvoyant réaliser des œuvres d'art. Pourtant, c'est son histoire et nous le découvrons dans un instant. C'est une trouvaille de Valère Tadagbe Huansou qui nous expose dans un instant donc le génie de cet artisan. Notre Miss Beauté Mode est avec nous une fois encore avec sa taille XXL. Elle va nous parler également aujourd'hui, bien entendu, des types de costumes qui vont avec votre morphologie. Donc ne vous inquiétez pas, quelle que soit votre morphologie, dans un instant, elle vous répondra sur le type de costume qui pourrait bien aller avec votre morphologie. Ne vous inquiétez donc pas sur vos prochains choix de costumes. Elle s'en charge dans un instant. Nous allons également parler littérature avec un passionné de lettres, un passionné de la littérature qui, depuis plusieurs années, s'investit dans ce monde, nourrit sa passion et s'est trouvé donc le talent d'un écrivain hors pair. Il nous ramène aujourd'hui un ouvrage très intéressant, les rêves de Fatih. Ça nous fait peut-être penser à notre cours primaire parce que Fatih, c'est un personnage qu'on a connu voilà, dans un passé, on va dire, scolaire, si vous le voulez ainsi. Mais lui, il ramène, on va dire, ce personnage, mais dans un contexte d'une fiction socio-politique, dans un roman qui compte plus de 200 pages. Dans un instant à découvrir. Et lui également, c'est une trouvaille de notre infatigable Oseni Yaya qui toujours fait la ronde et nous pioche toujours des passionnés de lettres. Lui-même passionné de lettres, on ne parle pas assez de lui sur ce plateau, mais c'est un écrivain avec de multiples ouvrages à son actif. Vous l'aurez donc compris, c'est un plateau riche qui va vous tenir compagnie tout au long donc de ces 45 minutes d'émission pour agrémenter votre mi-journée ici à la télévision sur le plateau. Merci donc de rester en notre compagnie. On va démarrer avec notre première rubrique Ma plume ta voix. On ira donc dans les arcanes de la vie d'un écrivain hors pair qui, comme je l'ai dit, depuis plusieurs années s'investit. Ta voix, c'est maintenant avec Oseni Yaya, l'infatigable. Il est ici tous les mardis, il nous ramène toujours des pioches assez intéressantes du monde littéraire béninois. Et aujourd'hui, il nous ramène quelqu'un que je connais particulièrement, Oseni Yaya, pour l'avoir côtoyé du côté de Parakou. Il était en son temps président du club RFI de Parakou. Je le recevais, figurez-vous, sur des plateaux sport. Donc, c'est un homme au-delà donc il a plusieurs talents. Voilà, polyvalent au-delà de son talent d'écrivain. S'y connaît pas mal en sport, mais on ne va pas réveiller ce côté-là de lui. On préfère rester côté littérature. Mon cher Oseni Yaya, c'est toujours un plaisir aujourd'hui. Vous êtes militairement habillé. Oui, parce que on ne sait pas pourquoi. Cet ouvrage-là m'a réveillé. D'accord, ça réveille votre côté militaire. Évidemment. Donc, c'est un soldat que nous avons sur ce plateau ce matin, Oseni Yaya. Merci, de revenir ici sur ce plateau. C'est toujours un plaisir de vous avoir. C'est toujours intéressant de suivre M. Bruno avec sa présentation. Il sait de quoi il parle. Je suis très ému de recevoir M. Richard Ador-Diavor. Moi, je ne le connaissais pas personnellement. C'est vrai, j'entendais parler de lui en matière de littérature, mais je crois qu'il y a du talent dans le pays. Il y a du talent. Les gens écrivent. Sans vous mentir, je suis ébloui. J'ai été totalement émerveillé. C'est le plus beau livre que je veux présenter en cette 5e saison-là sur Ma plume ta voix et le rendez-vous de midi. C'est le plus beau livre. Vous avez vu l'illustration. Ça fait de jaloux à tous, c'est le plus beau livre que vous avez reçus. Non, c'est le plus beau livre. C'est un beau livre. C'est un très beau livre qui peut voyager au Bénin, en Afrique et dans le monde. Donc ce livre-là, ça place partout. D'accord. Donc je salue d'abord l'ingéniosité de l'illustrateur. En ce qui concerne l'écrivain, nous allons le découvrir. Il est superment talentueux et je lui souhaite que de bonheur, que de réussite dans cette aventure littéraire-là. Donc avant, comme il est de tradition ici, nous donnons la parole à l'écrivain afin qu'il nous lit un extrait. Aujourd'hui, nous voulons parler du harcèlement sexuel en milieu professionnel. Mais que ce livre, c'est un brevet hautement culturel et cultuel. Merci de le préciser. Parce que c'est certainement un initié, parce qu'il parle de vaudou, il parle de plein d'égrégores, plein de divinités. Vous allez apprendre sérieusement tout le long de cette émission-là. Mais nous allons actualiser, parler du harcèlement sexuel. Avant cela, l'auteur va nous lire un extrait, et après cet extrait, nous allons débattre. Je vous remercie.
Merci Céline, merci. Bonjour téléspectateurs, bonjour et bonsoir téléspectateurs. C'est un plaisir d'être là. Et je vous dis merci. Initié, je ne le suis pas. Je suis. J'ose ne pas me comparer totalement à ce grade-là dans ce monde-là. Mais je suis un Béninois, je suis un Africain, je suis initié de par ma nationalité, de par mon africanité. Et donc, j'ai le droit et j'ai le devoir de vendre cette africanité-là et ces valeurs-là que nous avons qui font notre civilisation. Parce que civilisation nous en avons, on n'a pas besoin forcément qu'on nous impose autre civilisation. Et c'est pour cela que dans notre engagement d'écrivain, nous avons sorti ce produit-là que nous sommes heureux que le retour d'hier soit déjà cela, à quelques semaines de sa parution, que nous puissions déjà voir avec vous, avec le lectorat, grandir cet ouvrage-là et que notre culture, la culture africaine, soit vendue partout pour que nous puissions vraiment être portés au Conseil des Nations. Par rapport au choix, j'ai pris une page. 194, oui, nous y sommes. Je prends. C'est vrai que je ne suis pas un grand lecteur, mais je vais y mettre. Un grand écrivain, mais pas grand lecteur. Oui, le lecteur, la voix. Ici, nous éduquons par l'exemple, donc en tant qu'auteur, vous allez lire pour inciter nos enfants à la maison à lire. Absolument, je laisse la voix aux journalistes. Donc, lecteur, je lis. Fatih avait été éduqué sur l'égalité des sexes, le respect mutuel et le droit d'aînesse. Mieux, à l'université, son professeur de psychologie lui avait peint le vilain portrait du harceleur. C'est un cochon qui insiste, colle, réitère, quitte à mettre la vie professionnelle de la victime en danger. À la pousser à la dépression, voire au suicide. Elle était donc préparée pour riposter à pareille attaque dans le monde du travail. Je suis une femme mariée, monsieur. Je vous le redis, je ne suis pas une parvenue. Je ne suis pas non plus revenu au pays pour assouvir la détresse sexuelle d'un obsédé, mais pour atténuer la souffrance humaine. Je veux mettre ma science et mon leadership au service des individus et des populations au niveau local, national, voire mondial. Elle avait mis du ton et de l'assurance dans ses propos. Je ne suis pas revenu, poursuivit-elle, pour voir perdurer les mauvaises pratiques qui maintiennent notre peuple dans la misère. Ces comportements qui collent la poisse de la malédiction sur mon continent. Je comprends de plus en plus que l'Afrique n'est pas maudite. Ce sont plutôt ces élites, ces princes de dirigeants qui sont maudits par leur gloutonnerie. On verra où finira ton ambition, se projeta le ministre. D'un ton moqueur, continue à rêver. Ici, c'est nous qui disposons de toutes choses. Et tu es très petite pour nous montrer le chemin. J'attends sur mon bureau le dernier point financier du Téléthon. Je dois faire un retrait au Trésor public dans le compte spécial du programme pour lancer la campagne électorale qui s'annonce. Wow. Quoi? Ces fonds sont exclusivement destinés au secteur de la santé. Tout le monde vole. Pourquoi pas nous? Détrompe-toi. Sans le régime qui t'a coopté, il n'y a pas de politique de santé qui vaille. Ici, la caisse publique est la principale source de financement du parti. D'ailleurs, ton adhésion y est attendue à l'instar de la plupart des cadres de ce ministère, qui ont chacun leur carte de militant. C'est la norme et tu ne feras pas d'exception. C'est bon, super. Wow. C'est bon. Voilà, qui plante le décor d'un certain nombre de réalités quand même, mais vous l'avez dit que voilà, c'est une fiction sociopolitique qui émerge de la réalité contemporaine, hein, une certaine réalité combattue aujourd'hui par le pouvoir en place, bien sûr. Est-ce que du coup, vous êtes parti, parfois ça se fait, hein, d'une histoire que vous connaissez pour rédiger ce livre? Pour ne pas répondre à la place de l'auteur, je peux vous dire que c'est un chapelet de faits divers. C'est-à-dire, si vous connaissez l'histoire du Bénin, il fera voyager de la cybercriminalité, les crimes rituels, la petite Garcia qui a été assassinée à l'époque à Djonké, non, c'était comme ça, non? Oui, à Michel Bon. La petite là qui a été kidnappée puis tuée, le kidnapping, le transhumance. Ouais, tous les faits de société. Il aborde tout. C'est-à-dire qu'il a, c'est un homme de culture, d'abord c'est de l'histoire,
connaît l'histoire de son pays, il connaît la politique de son pays. Parce que vous verrez défiler les chefs d'État, du général Mathieu Kirikou en passant au Renouveau démocratique, M. Fabio de Sloglo, et Yahi Bonir au président actuel, et tous les faits qui ont marqué l'histoire du Bénin, je peux vous dire les 40 dernières années. Donc c'est de la culture, c'est de la recherche. C'est vraiment riche comme... C'est vraiment dense, c'est riche et c'est dense, c'est de haute facture. C'est pas de ma nature de toujours jeter des fleurs, mais je peux vous dire que c'est pas des fleurs fanées, c'est des fleurs d'espoir. J'en suis heureux, non, c'est beau. Très heureux. C'est vraiment beau. Quand je vous écoute parler, j'ai plus envie de continuer à parler. C'est vraiment beau. Non, c'est vraiment beau, c'est vraiment beau. Il y a de la matière, il n'a pas bâclé. Et la tonalité, c'est vrai, le plus souvent, elle est didactique. Il éduque encore et encore, même dans les situations les plus dramatiques, les plus tragiques, l'auteur éduque. C'est le côté du pédagogue qui ressort dans cet ouvrage. Ah oui, puisqu'il a été pendant plusieurs années enseignant de lettres dans les collèges et lycées, donc c'est normal qu'il ait ce côté. Je crois qu'il est jeune, mais je peux dire que ses apprenants ont beaucoup à apprendre de lui. Moi, j'ai beaucoup appris à travers de cet ouvrage. Nous allons revenir au thème qui nous intéresse. Que vous inspire le harcèlement sexuel dans le milieu professionnel? Non, il faut dire que c'est un mal, c'est un grand mal qui mine le développement. D'abord, ça nuit à la femme, parce que souvent c'est la femme qui en est victime. C'est vrai qu'il y a les hommes qui en sont victimes. On parle des précarités aujourd'hui, il faut voir ce côté-là, mais la femme beaucoup plus. Et donc forcément, il faudrait trouver un moyen pour laisser épanouir la femme quand elle s'engage dans la vie professionnelle. Parce que quand on regarde 52%, 53%, au fait, les enfants aujourd'hui, moi j'en ai, j'ai des filles, quand j'écrivais, je pensais à elles. Je me disais que lorsque demain ou après-demain, elles se retrouveront dans une jungle professionnelle et qu'on laisserait continuer, les choses se font comme cela. Avec autour des prédateurs, on ne le souhaite pas. Oui. C'est pas qu'on refuse qu'on puisse aller faire la cour à une femme, mais il faudrait toujours penser au consentement mutuel, à la réciprocité dans l'engagement lorsqu'on va dans ce sens-là dans la relation, mais pas qu'on puisse user de son pouvoir et pour pouvoir forcer. Trafic d'influence pour réduire, conjuguer au passé l'avenir professionnel, l'avenir conjugal de la femme, ça pose problème. Et donc, non pas notre écriture, nous sommes dit il faut éduquer déjà les jeunes générations d'aujourd'hui pour que demain nous puissions avoir un monde professionnel sain qui puisse vraiment être la source et la base du développement. D'accord. Que représente la virginité pour vous? Parce que dans l'ouvrage, c'est revenir encore et encore et encore. Fatih, c'est un personnage, Fatih est un personnage extraordinaire. D'abord, elle a des dons surnaturels extraordinaires. Avant qu'on ne parle vaudou, parce qu'on va parler vaudou, parce que l'ouvrage parle de démystifier le vaudou. Il y a plus de diabolisation de notre patrimoine culturel. Au-delà de cela, il vous explique même ce que signifie le vaudou. On va revenir. Avant cela, je sais que ça l'intéresse parce que dans l'une des dernières parties, elle a fini par rejoindre Sokoto. Elle est allée aux États-Unis. Elle a fini majeure de sa promotion à Boston, à Harvard. Elle est revenue au pays. L'idylle a continué. Elle a épousé son Sokoto. C'est lui qui a volé son hymen. Que signifie pour vous la virginité? C'est une valeur très importante. C'est vrai qu'elle est de plus en plus reléguée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de contingences qui nous obligent à tolérer parfois cela. Mais pour ceux qui ont encore la possibilité de le regarder, c'est une valeur lorsque vous y allez. Et jusqu'au mariage avec cela, le respect que vous avez de votre mari, je ne parle même pas de la famille, parce que la famille, elle est un peu éloignée lorsque vous ne finissez pas vous marier, vous vivez, mais votre mari, quand il sait, et quand vous, et les femmes savent le dire bien, vous sortez cette phrase-là, vous dites à votre femme, votre mari, c'est toi, si c'est toi qui m'a déviégé, qui m'a volé mon pucelage, quand c'est toi qui a ouvert, qui est le premier, le mari qui est vraiment consciencieux de cela, il range les armes, il sait vous écouter. Parce que c'est une valeur. C'est une grande valeur qu'on doit promouvoir en ce monde de dépravation, de débauche à l'emporte-pièce. Et donc, forcément, on en dit, je me suis dit, je ne peux pas sortir cet ouvrage-là lorsque je mets Fatih comme personnage principal qui porte toutes ces valeurs-là, double héritière de tout ce qu'elle a comme pouvoir et qu'elle doit nous mettre le modèle
que je voudrais... Parlez-nous de l'oniromancie, non? L'oniromancie. Voilà. L'oniromancie, c'est la science des rêves. En réalité, les Blancs ont trouvé des noms pour cela, mais chez nous, peut-être que nous n'avons pas ces noms-là dans notre, je dirais, dans notre littérature, dans notre jargon, dans notre alphabétisation. Parce que, au fait, dans notre science, dans notre langage archaïque, dans notre langage, dans notre langue nationale, tout simplement, nous avons des explications pour donner à nos rêves. Nous le faisons tous les jours. Nos parents le font. Parce qu'il y a beaucoup d'explications du vaudou. Bon. Il va d'abord finir son développement sur le... C'est à cause du temps que je file. Non, allez-y, il n'y a pas de souci. Allez-y, on gère. Les lecteurs auront le temps de rentrer, de trouver les enchâssements que nous avons eu à faire à l'intérieur. Mais bon, l'oniromancie, c'est cela. Il dit que c'est la science du rêve, donc c'est la capacité de pouvoir interpréter les rêves et d'en sortir positivement gagnant. Et donc, c'est cela que nous avons voulu que Fati puisse porter. Elle fait des rêves, et donc elle fait des rêves, souvent ça se réalise. Mais comment transformer ça en un pouvoir qui puisse faire du bien à l'humanité? Parce que son ambition, elle, c'est diminuer, atténuer la souffrance humaine. Et donc, par ses rêves, lorsqu'elle arrive à visionner quelque chose dans son rêve, automatiquement, quand elle intervient, quand elle a dit, quand elle explicite ça, quand elle dit ce qu'on doit faire, rapidement, le mauvais sort, si on devait avoir un mauvais sort, devait être déjoué. Et donc, c'est cela qui s'est passé à l'intérieur et dans la vraie vie. Plein de personnes vivent ce don-là. Et donc, c'est ce don-là que nous avons voulu donner au personnage pour que ça puisse refléter également cette capacité-là en nous. C'est pas loin du vaudou. On vient au vaudou, le berceau du vaudou, c'est le Bénin. Aujourd'hui, le vaudou, ce n'est plus ce que nous pensons simplement de mauvais, de sorciers, comme on l'a imposé dans l'apprentissage. On a voulu qu'on puisse tester tout ce qui est notre valeur. Je ne suis pas initié. Je tire chapeau à tous ces grands-là qui sont dans l'ombre et qui font le bon travail pour nous en tant que grands initiés. Mais moi, en tant que Béninois, je me suis dit j'ai le devoir culturellement de parler de ces valeurs culturelles que nous avons qui feront de nous un grand pays. Un développement du Bénin, un développement de l'Afrique ne peut se faire aujourd'hui si on laisse tomber, si nous ignorons ce potentiel culturel-là que nous avons, que nous pouvons vendre, que les gens viennent prendre chez nous et vont vendre et que nous allons visiter, payer dans les musées ailleurs pour suivre. Et ça, j'en suis heureux quand on voit par exemple l'action politique de restitution des biens culturels, des vestiges culturels que nous avons. Moi, j'étais allé à la présidence pour aller voir ça. C'était cette période-là également, j'étais en pleine écriture en ce moment. Ça vous a davantage inspiré que j'ai aussi le droit et le devoir dans mon écriture de vendre ce côté-là que nous avons, qui est du bien. Et on ne sommes pas allés avec des formules pour démontrer cela, mais nous avons, dans une simplicité, montré que cela existe et c'est du bien qu'on peut vendre, qu'on peut gagner avec la culture. C'est le développement du Bénin, c'est le développement de l'Afrique. C'est ce sur quoi aucun pays, aucun continent, ceux qui sont plus avancés que nous, ne peut nous battre. On ne peut pas nous battre sur notre culture. Mais sur l'intelligence artificielle, ils sont devant, on va les copier. Et comme on dit chez nous, un singe qui en imite un autre est toujours en retard. Lorsque nous allons prendre le devant dans un domaine, le domaine culturel que nous avons, nous serons toujours devant et ils viendront copier. Et nous serons aussi demain des modèles, des références et une source de devise également pour le pays. C'est pour cela que le vaudou est vraiment à l'intérieur de cet ouvrage-là, dans le développement, dans le fonctionnement des personnages. Dame Dancy, Dame le sieur Danon, mon père à son âme, feu père à moi, parce qu'il était au Longan. Je n'étais pas en ce moment très petit, je ne comprenais pas grand-chose. Je ne suis pas initié totalement pour comprendre, pour faire la relève aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je dis, c'est mon devoir d'en parler également de façon, même si c'est de façon profane, pour laisser peut-être la profondeur aux initiés, aux grands initiés, pour faire le travail derrière. Mais nous avons le devoir en tant qu'intellectuels d'en parler bien, d'en parler positivement, parce que ce n'est pas souvent mauvais, ce n'est pas toujours mauvais comme on le pense, comme on l'a toujours pensé, mais c'est aussi notre culture, notre tradition, et nous ne pouvons rien sans cela. Au-delà de sa splendeur, je répète encore, au-delà de sa splendeur physique, en matière de qualité littéraire, c'est le meilleur livre que je tiens cette année. Mais c'est un privilège. Je l'achète sans calcul majeur. D'abord, c'est un prix cadeau. C'est l'éditeur, la même édition. Donc, je vais faire clin d'heure tout à l'heure à l'éditeur. Moi, j'ai adoré le mariage des religions, l'islam, le christianisme.
l'athéisme ou le polythéisme, tout est marié. C'est pour montrer qu'en vérité, nous sommes un. Nous sommes même chose. Dans toutes les familles, il y a des vaudouisants, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des athées, un peu de tout. Il faut un peu de tout pour faire un monde d'ailleurs. Faire un monde, c'est vraiment génial. C'est cela qui fait la nation en réalité aussi. Nous ne sommes pas encore une nation, mais si nous comprenons les éléments qui puissent nous aider à rapidement converger vers la nation béninoise, nous pourrons y aller. C'est ce que nous avons voulu faire dans le livre. Vous allez voir, c'est vrai, je suis né à Parakou. Parakou, j'ai voulu reprendre tout ça, faire le trajet dedans à l'intérieur. C'est dit que nous revenons dans nos réalités. Vous avez Glekwe. Les gens de Ouida doivent être heureux. Hein. Nous sommes tout le temps, on est venu sur Ouida. Tout le temps, on a magnifié Ouida. Non, tout le temps, on a magnifié Ouida dans l'ouvrage. Je crois que tous les datifs de Ouida. Les datifs de Ouida. La capitale du Vaudou. La capitale religieuse du Bénin, c'est le siège même en réalité. Et donc, si je ne pouvais pas finir cet ouvrage-là et ne pas en parler, j'ai déporté le personnage pour aller le mettre à Ouida et les cérémonies se sont faites là-bas. Retourner à Parakou, retourner à Cotonou, passer en Amérique, aller. C'est tout ce fonctionnement-là pour au Maroc. Rien n'est impossible en réalité lorsque nous voulons travailler. Nous avons tous les éléments, toutes les sources pour notre développement. Et c'est cela que nous avons voulu démontrer dans cet ouvrage. L'heure est élastique. Pour finir, moi je tiens sincèrement des chapeaux à la édition. Moi je vais rêver aux filles qui méditent. C'est vraiment beau et le travail intellectuel fait à côté, c'est parfait. D'accord. Vous restez avec nous, Richard, pour votre mot de fin. C'est important de dire à la fin un mot sur l'ouvrage dans son ensemble. Vous avez pris combien de temps pour le rédiger? Parce que vous avez quand même enjambé intellectuellement, bien sûr, pas mal de thèmes dans un même roman. Ça vous a pris 1, 2 ans, 3 ans pour... Il faut dire que ça a commencé en 2020, juste à la naissance de Djehami, qui était le recueil de nouvelles qui est passé. Donc j'ai commencé à écrire. Et c'est qu'en 2023 que nous avons l'ouvrage à la fin, donc je peux dire que c'est vrai, l'écriture, en quelques mois, un an, j'ai terminé, mais tout le travail d'édition pour que nous ayons ce biscuit-là aujourd'hui, soit là, c'est jusqu'en 2023. Puisque l'illustration aussi fait partie aussi de l'œuvre, donc je prends en compte tout ça. Voilà, donc plusieurs années donc, de boulot intellectuel donc, pour produire un livre assez intéressant, un ouvrage assez intéressant qui peut éduquer même nos enfants parce que c'est vraiment riche et ça éduque beaucoup. Vous avez rédigé cela avec beaucoup de pédagogie, on vous en remercie. Merci également à vous, Osseni Yaya, d'avoir fait cette belle trouvaille de Richard Adodjevo que moi j'ai le plaisir de retrouver ici après nos plateaux sport à Parakou il y a encore quelques années sur une autre chaîne de télévision. On va vous garder pour votre mot de la fin sur ce plateau parce que voilà, c'est un plateau de découverte. Nous allons découvrir tout comme on vous a découvert à l'instant. On va découvrir un autre monsieur. Lui, il est handicapé visuel, mais il fait de ses 10 doigts des merveilles. Il est handicapé visuel, mais pas lépreux, nous dira Valère Tadagwe-Hwansou. C'est lui qui nous ramène donc, on va dire, la petite histoire et surtout l'œuvre magique donc, de ce handicapé visuel. C'est parti pour 3 minutes pour convaincre. Nous allons parler d'un malvoyant qui, malgré son handicap, arrive à tisser ce type de fauteuil. Voilà, donc monsieur, bonjour. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Ça va très bien monsieur. Comment vous appelez? Je m'appelle Franck. Franck Adomale. Bon, nous sommes dans la commune de Semekpodji, plus précisément dans le village de Djefa. Et nous sommes à 2 rues à gauche après l'église catholique de Djefa. Ce monsieur, j'ai chopé sa vidéo sur les réseaux sociaux et il présentait ça. Regardez à l'écran. Je suis un handicapé visuel. Je suis dans la commune de Semekpodji, précisément Djefa. Je cherche un partenaire financier pour mes œuvres. Voici ce que je sais faire. Je veux faire quelque chose. Je ne veux pas rester au bord de la voie pour commander à l'eau dans les fêtes tricolores. Et regardez très bien son album. C'est lui-même qui a fait tout ça. Il n'a pas envie. Il n'a pas envie de mendier au bord de la voie. Il n'a pas envie qu'on s'apitoie sur son sort. Je ne vous demande pas d'avoir pitié de lui. C'est un monsieur qui est vraiment passionné, c'est un travailleur. Il aime ce qu'il fait.
je vous encourage vivement à aller consommer ces œuvres. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire aux handicapés qui mendient, qui demandent de l'argent, qui font pitié dans les feux tricolores et tout? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Pour être mendiant, ce n'est pas bon. Ok. Pour être mendiant, ce n'est pas bon. Oui. Parce que si tu es mendiant ou bien tu es un non-voyant, tu viens de commander, oui, boire de la voix, oui, les gens ne peuvent pas te considérer ça, comme un bon homme. C'est ça. Donc, tu es un homme, tu as le droit de faire quelque chose pour gagner ton propre pain quotidien. Merci beaucoup. En temps normal, pour un homme, c'est comme ça. C'est ça. Mais pour être mendiant là, moi, je ne veux pas ça là. Simplement, je veux commander. C'est ça. Quelqu'un qui va me commander, dit à monsieur Franck, combien tu fais les chaises? Oui. Fais-moi 12 chaises, voilà, ou bien 24 chaises, c'est ça, ou bien 48 chaises. On veut de l'argent. On veut de l'argent. C'est ça. L'homme doit faire quelque chose pour gagner son propre pain quotidien. Voilà, être handicapé n'est pas une fatalité. Tant qu'on a un cerveau pour penser, on peut faire beaucoup de choses, disait l'artiste Feu Zoulé dans sa chanson. Je pense que cette citation ou cette pensée, on peut bien la partager avec Franck, qui est handicapé visuel, malvoyant, mais qui a la finesse de retrouver, on va dire, avec beaucoup d'adresse, l'agencement des codes pour fabriquer des meubles purement de type artisanal. Valère Wansou, vous êtes allé jusqu'à Djefa, le rencontrer, voir ce qu'il fait. Vous êtes allé dans ce qu'on pourrait appeler son empire, son petit monde, avec lequel il arrive à joindre les deux bouts. Il a certainement une famille, il assume ses charges grâce à voilà, cette œuvre qui fait de lui un génie quand même, parce que beaucoup de personnes dans la même situation que lui, à situation égale que lui, se retrouvent sur le pavé, au niveau des feux tricolores pour tendre la main sous le prétexte qu'ils sont malvoyants et qu'ils ne peuvent rien faire. Il vient démentir tout ceci en fabriquant des meubles. C'est hors norme, c'est hors pair ce que nous venons de voir, et en même temps, voilà, ça incite beaucoup d'autres personnes vivant en situation de handicap, qu'on peut sortir de son handicap, on peut le surmonter, on peut le vaincre et on peut vivre normalement comme toute personne valide. Valère Wansou, bonjour. Merci de nous rejoindre. Parlez-nous de Franck, de ce génie, de cet homme vraiment courageux. En fait, Franck, c'est comme un miracle, quoi, parce que moi-même, étant voyant, je ne peux pas réaliser ce qu'il fait avec la précision. La finesse, je le disais. Oui. C'est à l'écran que vous avez vu, si vous voyez de près, la finition, la qualité. Et en plus, ces meubles durent longtemps. En fait, c'est une vidéo qui date de 2021. Ah, d'accord. C'est pas une vidéo de... C'est une vidéo de 2021. Ça veut dire qu'en 2 ans, il a eu le temps de progresser encore. Peut-être qu'il fait mieux qu'en 2021. Je ne sais pas, je connais les Béninois. On utilise seulement les faits de mode. Oui, on va mettre des likes sur les réseaux sociaux. Oui, on t'encourage, force, tout ça. Mais après, il n'y a rien. C'est pour ça que j'ai ramené cette vidéo-là à la télévision nationale. Pour que réellement... Il a dit qu'il n'a pas besoin qu'on lui donne l'argent. Il ne veut que des commandes. Il a besoin de la... Non, ça se comprend. Ça se comprend. Il ne veut que des commandes. Tout artisan et toute personne qui crée une œuvre pour l'exposer, voilà, a besoin de... Le soutien ici, c'est d'en acheter simplement. Et ce qui est vraiment impressionnant, mon frère, c'est en le voyant tisser. Avec les cordes. L'agilité, la précision. Il s'est dit, même le voyant ne peut pas le faire. C'est un don. Mais il doit avoir un 6e sens, parce que quand on regarde l'image à l'écran actuellement, comment arrive-t-il à agencer les bois, d'autres horizontalement, d'autres verticalement, à les attacher, à faire le dos de la chaise, etc. Regardez ce petit guéridon. Franchement, il doit avoir un 6e sens qui lui permet de faire tout ce tissage-là. Et c'est solide, hein? Ne pensez pas, même un homme qui pèse même 300 kilos, il ne peut pas défaire ça. C'est très solide et ça dure dans le temps. En fait, il a une manière d'agencer, il utilise la physique, tout ça. C'est vraiment un don. Et moi, quand j'avais vu ces images sur les réseaux sociaux, j'avais dit que c'était un canular. Et je suis allé pour le voir, et dit, mon frère, avant que je ne te fasse la vidéo, tu dois commencer par tisser devant moi d'abord. Il commence, j'étais resté bouche bée comme ça. Je ne me suis même pas préparé à faire une vidéo. Vous avez vu que je suis en short et tout là. Il dit, mais c'est tellement un plaisantin. Mais là, j'ai présenté tout de suite mes excuses. Quand il a commencé par tisser devant moi, ses familles étaient derrière, ils se moquaient de moi. Il dit, toi, tu n'as encore rien vu. Tu vas voir comment il va tisser devant toi maintenant. Il a tissé, c'était magnifique. Il a beaucoup d'autres meubles. Il fait les œuvres d'art, les tables, les guéridons, les chaises, les bancs, avec des fils. Et c'est vraiment confortable.
Qu'est-ce que cela vous inspire, Regina? C'est comme vous étiez en train de dire, les gens handicapés ont souvent un autre sens bien développé. Le Seigneur fait quelque chose de plus pour eux. Pour compenser. Pour compenser, en fait. Donc, c'est sûrement un don. Et il fait ça avec une aisance que même si tu vois, tu pourras pas le faire. Un don, oui, mais il faut sortir de la fatalité pour pouvoir l'exprimer. Beaucoup l'ont aussi, mais ils le laissent cacher, ils ne cherchent pas à le découvrir et tombent dans la facilité, celle de la mendicité. Il est résilient d'abord, il est résilient. Et puis je peux vous dire que d'abord, autant que nous sommes tous handicapés, hein, parce que l'handicap n'est pas que physique. Mais il est en train il fait démenti formel à la mendicité. Il refuse de tomber dans le fatalisme, il refuse de sombrer dans l'indigence. Il demande juste, c'est ça le Bénin est un pays extraordinaire. Voilà pourquoi nous ne cessons de saluer l'OETB à travers cette émission-là. Parce que moi je crois qu'il y a toujours des bons princes au Bénin qui sont prêts à se battre pour les autres. Parce qu'il ne demande pas qu'on lui donne de l'argent de la rue. Il attend juste des commandes. Il veut vivre. Il veut des commandes. Il veut des commandes et non des dons. Voilà, les fruits de ses efforts. Les fruits de ses efforts. Voilà. Je pense que c'est bien juste. Hein. Il veut juste qu'on le donne un coup de pouce. Et je crois que ces gens de personnes, il faut les aider. Et parce qu'il va inspirer les autres. Et on le voit comme preuve à côté, sa canne est là pour vraiment montrer que il n'arrive pas à se déplacer sans sa canne. Qu'est-ce que cela vous inspire? L'enchevêtrement des fils, tout ça. Mais c'est un truc de malade. C'est incroyable. C'est incroyable. Regardez à la fin, c'est tellement beau. Le bois même est verni aussi. Tout est fait, franchement. Il part de la matière première pour produire des produits finis qui sont vraiment attrayants. Et quand vous avez, en le quittant, qu'est-ce que vous avez ressenti en le côtoyant pendant peut-être 15, 20, 30 minutes? Qu'est-ce que vous avez véritablement ressenti de la causerie avec lui? J'ai d'abord retenu que Dieu est grand et qu'il y a des choses qui dépassent la logique humaine. Et l'entendement. Il dit, il y a des choses qui arrivent, toi-même, j'étais hébété. J'ai acheté d'abord 4 chaises. Et en voyant la vidéo, il y a d'autres abonnés, c'était en 2021 qui ont acheté des vidéos, qui ont acheté des chaises. Mais je voudrais que ça aille au-delà. Qu'il crée vraiment une entreprise formelle. Et cette entreprise formelle va passer par le soutien de tous les téléspectateurs de l'OETB. Si, imaginez même, l'OETB a peut-être 1000 spectateurs, si 10% décide tout de suite de passer à l'acte, mais il peut créer une entreprise formelle, même payer les impôts. Il sera même utile pour l'État au lieu d'être une charge. Patron d'entreprise, créer de l'emploi, avoir des employés. Il pourra même créer un système pour gérer les 7 autres frères handicapés et les former à devenir comme ça. Il recrute que des handicapés en fait. Et donc au lieu de prendre des handicapés en charge, mais lui crée une entreprise dans laquelle il est en train de former les handicapés à fabriquer des chaises comme lui, et on ne l'encourage pas derrière en achetant, en consommant ses œuvres. Et je crois que c'est tout Béninois qui doit quand même encourager ce monsieur-là. Il est inspirant. Et inspirant, Richard, il y a toujours de ces modèles-là dans la société. Il suffit juste de les découvrir, se rendre compte. Et comme Osseni Yaya le disait, c'est vrai, c'est une personne en situation de handicap, mais rien qu'à le voir, même toi qui es valide, il te donne encore, il te booste le moral en fait. C'est ça qu'on doit mettre en avant pour inspirer davantage et non continuer à pleurer sur notre sort. Le sous-développement, si on vient sortir ces liasses-là, c'est-à-dire que chacun, individuellement d'abord, c'est cela. Il n'a pas attendu l'État, il n'a pas attendu les mesures de l'État, l'emploi des personnes en situation de handicap. Il n'a pas attendu ce genre d'action. Il n'a pas besoin. Vous voyez les gens qui continuent à se promener de bureau en bureau, bien portant et demander de l'argent. J'en ai rencontré la dernière fois, totalement bien. Il dit, mais c'est pas normal. Ce n'est pas normal, il faudrait forcément qu'on puisse mettre ces personnes-là en avant. Et c'est pour cela que l'émission, ce zoom-là sur ce personnage-là est très important. Et que les services sociaux puissent également mettre ces personnes-là devant et montrer voilà le modèle que nous voulons soutenir. Ce n'est pas juste partager de l'argent qu'il faut, non, c'est aider, c'est financer, mettre vraiment des personnes qui puissent inspirer d'autres personnes à aller dans ce sens-là. C'est ça le travail va nous libérer. Seul le travail va nous libérer. Et ça, c'est un travailleur, c'est pas un handicapé. C'est un travailleur que nous avons. Un bosseur, comme on dit souvent. Voilà votre conclusion sur cette trouvaille qui nous a tous émerveillés sur ce plateau. Et j'imagine les téléspectateurs également. Je crois que je suis fier de ce que j'ai eu à faire. Et je pense que la télévision nationale va prendre le relais et l'amplifier en grandeur nature.
Donc, je compte sur le soutien de tous les téléspectateurs pour consommer les œuvres de ce monsieur. Ils peuvent contacter directement l'émission sur la page de l'émission Le Rendez-vous de Midi pour avoir les coordonnées et direct de Charles pour pouvoir le soutenir, pour consommer ses œuvres. Merci beaucoup à vous, Valère Tadagwe-Houansou, de nous avoir amené à l'école de ce handicapé visuel qui est franchement hors norme, hors pair. Il est simplement extraordinaire avec tout ce que nous avons pu voir, ce talent et ce sixième sens qu'il a su développer et qui lui fait aujourd'hui voilà, la part de quelqu'un qui s'assume dans la vie. C'est vraiment extraordinaire. Merci. Vraiment, on a encore 10 minutes chrono qu'on va consacrer à notre Miss sur ce plateau. Voilà, elle est comme d'habitude bien coiffée, cheveux blonds aujourd'hui. Donc voilà, on lui laisse la parole. Aujourd'hui, elle nous parle des costumes. Au CENI, c'est désengagé aujourd'hui. Il n'a pas voulu être en costume de peur d'être pris en mauvais exemple. Moi aussi. Donc il a voulu être militairement habillé. En tout cas, on le lui concède. Et voilà, c'est donc la partie beauté mode de cette émission de ce mardi, bien entendu. On va écouter Regina Diegoun. Elle nous parle aujourd'hui et elle nous dit que quelle que soit votre morphologie, vous n'avez pas à vous inquiéter. Elle vous dira tout à l'heure le type de costume qu'il faut acheter. C'est parti pour beauté mode. Alors, notre chère Regina Diegoun, Oui, merci d'être toujours là. merci. Plein de bijoux, rayonnantes, plein de bijoux aujourd'hui, au cou, aux oreilles, voilà, sur le poignet, un peu partout. Donc, merci d'être là. Merci. On dirait On continue, on continue. La série continue sur les costumes. Avec les costumes. Alors, on vous écoute. Aujourd'hui, on va parler de quel costume choisir selon sa morphologie. D'accord. On va d'abord classer les morphologies. hommes en 4 grandes morphologies. D'accord. Il y a grand, mince, grand, gros. Grand gros. Je note. Grand, mince. Oui, grand, mince, grand, gros. C'est-à-dire grand. Et il est pas. Oui, c'est dit gros, c'est bon. Ne vous allez inquiétez bien pas, comprendre. vous connaîtrez votre morphologie, vous me connaissez, nous allons faire, Non, je ne donne pas les noms, je vais comme ça pour qu'ils comprennent mieux. D'accord. Et il y a petit, petit mince et D'accord. petit gros. Petit, mais d'accord. C'est bon Moi, comme je suis ça. quoi? Moi, je suis quoi? Non, quand je vais dire, vous allez vous retrouver. Ah non, Maintenant, 1 mètre. dites-moi, Vous ça faites met 1 mètre combien 1m86. 1m86, vous êtes grand mince. Grand mince, d'accord. Parce que vous n'êtes pas gros. Lui, il fait 1m70. C'est tellement... C'est terrible. Petit avec un bon point, donc petit gros. D'accord, Ok. petit gros. personnage. D'accord, Oui. donc Voilà. on va désormais dire au Séniaya petit gros. Allez, on y va. Donc, Ok, bon, grand mince, gros mince. on va jouer pour choisir leur costume, même les vestes, les blazers, les smokings. Oui. On va jouer sur la coupe de la veste et jouer sur la matière qui a fait la veste. D'accord. Voilà. Maintenant, les hommes qui sont grands et minces vont prendre leur veste. On avait déjà parlé du cran de revers. Le revers. Là, on va parler de la matière du tissu qui a cousu la veste. D'accord. Ils vont aller sur les... Comme ils sont déjà grands, on va oublier le principe de verticalité. J'en avais déjà parlé. Quand tu es mince, quand tu es petit, il faut aller sur ce principe pour visuellement donner l'illusion que tu es élancé. Élancé. Déjà quand tu es grand, mais c'est que tu es élancé. Mais on va travailler sur ton torse pour D'accord. que ce soit imposant lorsque tu rentres quelque part. Donc là, tu vas aller le haut, tu vas aller sur les lignes horizontales. D'accord. Quand tu choisis ta veste. Vous comprenez? Très bien. La matière qui fait peut être aussi des matières avec un peu de couleur si tu n'aimes pas trop les couleurs. Maintenant, si tu n'aimes pas trop les couleurs, tu peux aller sur le camailleux, un peu comme vous avez fait là. Tu vas sur une chemise d'un ton plus clair et la veste va, c'est le même ton mais plus sombre. Plus sombre. Là, vous avez fait du bleu ciel ou je ne sais pas. Sur du bleu, mais c'est plus pur. D'accord. Ça, on appelle ça camailleux, c'est en dégradé. On fait ça quand on est grand et mince. Donc, sans le Comme savoir aujourd'hui,
Vous êtes bien habillé. Mais je suis sûr que c'est sans le savoir. Le soulagement. Le soulagement. Je pensais qu'elle allait me descendre. Le soulagement. Allez-y. Maintenant, ça c'est grand et mince. Maintenant, quand vous êtes déjà gros et que vous êtes grand, il faut appliquer le principe de verticalité. On n'a pas de gros grand ici. Hein. Non, il n'y a pas de gros. C'est-à-dire, il faut tout faire pour donner l'illusion que vous n'êtes pas gros. D'accord. Il faut camoufler la grosseur. Encore si vous avez du ventre, il faut emmener le pantalon avec la ceinture en bas du ventre, pas sur le ventre. Parce que quand vous mettez sur le ventre, comme je dis... Ça coupe le ventre en deux. Et le regard est directement attiré vers cet endroit-là. Ouais, ça coupe le ventre en deux. C'est normal. Maintenant, vous pouvez aller, comme je l'avais dit aussi, aller sur un pantalon taille haute. D'accord. Vous comprenez? Maintenant, si vous êtes là, on a fini avec les grands. Si vous êtes petit, pour les pantalons. Petit gros. Pour les pantalons, il faut aller sur. Il n'est pas gros. Il faut aller sur un pantalon. Petit mince, petit gros. Il faut aller sur un pantalon. Est-ce que les téléspectateurs vont entendre ce qu'on dit? Il faut aller sur un pantalon et une paire de chaussures lorsque vous êtes petit, qui sont dans la même couleur. Petit, ça a trop de problèmes, mais ça va jusqu'aux chaussures même. Oui, il faut aller. En fait, il ne faut pas couper. Il ne faut pas porter un pantalon noir et une chaussure marron. Non. Pourquoi? Taille moyenne pour un homme, c'est pas 110. C'est pour combien? une femme. D'accord. Pour un homme, c'est 115. Bon, moi, il fait 116. Donc vous êtes là, dans ce cas, vous portez tout. Vous êtes dans les normes, quoi. D'accord. Donc, merci, ce que je disais, pantalon noir, chaussures noires pour quelqu'un qui est de petite taille. Parce qu'on ne coupe pas. Sinon, ça va donner l'illusion qu'on va comprendre qu'il n'est pas élancé. Lorsqu'il porte un pantalon noir, une chaussure noire et même une ceinture noire, en fait, quand il est debout, on aura l'illusion qu'il est élancé, en fait, qu'il a de longues jambes, alors que non. Maintenant, la personne qui est déjà élancée... Pourquoi cacher la taille? Non, en fait, visuellement, tout ce qu'on dit, c'est visuellement. Tout ce qu'on dit, c'est visuellement. Non, tu ne vas pas me dire que... Non, ma taille me fière. Hein. Non, laisse tomber. Laisse tomber. Donc, en gros, chers téléspectateurs, Regina nous apprend à mentir par l'habillement. Voilà. Donc, à mentir par l'habillement. Non, c'est pas ça. Non, c'est une manière, de vous chambrer. C'est une manière de vous chambrer. C'est important de faire ça parce que ça fait toute la différence. Quand il va quelque part où il suit mes conseils, je suis sûre que s'il va quelque part, il suit mes conseils. Il porte exactement ce que je dis. Il va à une réunion d'affaires, il sera à l'aise. Mais quand il porte ce qu'il a l'habitude de porter et la chemise sera en train de se battre avec les boutons comme si ça veut s'ouvrir, ou bien le pantalon sera peut-être trop court, il va porter une chaussure d'une autre couleur. Quand il sera là-bas, il ne sera pas à l'aise parce qu'en réalité, le rendu ne sera pas chic. D'accord. Voilà. Donc, quand tu es élancé, tu peux porter une chaussure marron et un pantalon noir. D'accord. Alors, là, tu peux couper en fait. On a quelques coupes de vestes que nous allons défiler très rapidement parce qu'on a encore quelques petites minutes et vous nous direz avec quelle morphologie ces costumes-là peuvent aller. Voilà, dites-nous. Oui, ça, il faut que c'est quelqu'un qui est grand mince. Grand mince peut porter parce que la couleur, vous voyez déjà, ça se voit. La couleur donne du volume. D'accord, grand mince. Là aussi, parce que là, c'est une matière qui brille. Donc, ça rajoute du volume. Il faut être mince pour mettre ça. Ici aussi, il faut être mince pour mettre ça à cause du revers. D'accord. Vous voyez, le revers est déjà doré. Là aussi, la couleur, là, il faut être mince pour le mettre. Et là, c'est la bonne chose. Oui, non, là, j'oubliais aussi. Vous voyez les vestes croisées, là. C'est bon quand on est mince. Quand on est gros, ça rajoute du volume. En voulant croiser, vous rajoutez encore du volume. C'est compliqué. Donc, il faut simplement mettre ça lorsqu'on est mince. Ça c'est pour petit gros. Oui, bon, c'est bon déjà. Ça se voit. Moi, j'ai bien maîtrisé la leçon. Plus que vous, ça c'est petit gros. Et là, je vois si tu as vraiment maîtrisé la leçon. Bon, là, c'est grand gros. Mais enfin, on voit même celui qui porte. On le classe dans les grands gros. Hein. Grand gros. C'est bon, c'est fini. Voilà. Le son su. Alors, c'est important quand même de faire attention à ces petits détails, connaître sa morphologie. Ce sont des astuces très importantes. Oui, pour choisir en fait son costume. Il ne faut pas porter n'importe quoi, n'importe comment pour un mariage. On t'invite à une cérémonie où tu dois mettre un costume. Tu portes n'importe quoi, tu choisis. Tu n'es même pas habitué à porter un costume, mais tu es obligé de porter le jour là. Tu vas choisir sans savoir quoi prendre et
le rendu n'est pas joli. N'est pas joli et voilà, surtout si vous êtes une personnalité, ça fait pas bien parce que les regards sont toujours Porté vers vers cette personne vers connue. vous. Il faut faire attention. Quelle que soit la morphologie, je pense que l'essentiel c'est juste savoir quel costume porter. Ça va à tout le monde. D'accord. Les morphologies de femmes, il y a aussi grande mince. Non. Ou c'est autre chose En là-bas? fait, c'est pas les noms scientifiques. J'ai pas donné les noms parce qu'on avait déjà Non, fait non, ça sur la... pour nous les apprenants, Non, ces non, expressions simples là, c'est Oui, bien. oui, c'est Cette connaissance abécédaire. On avait déjà fait ça sur la saison 4. pour les Donc, j'ai femmes, juste fait ça. il y a très petite et grosse. Ah, c'est intéressant. Merci Elles vraiment. sont très jalouses. Merci. Ah, en plus, hein. Merci vraiment pour la leçon, Regina Diegou. On va laisser la parole à notre écrivain Mardi du jour. prochain, tout le monde sera en veste. Mardi, tout le monde en veste. Consigne Ne donnée. t'inquiète pas, je vais tuer ça. Un mot de la fin, Richard, sur votre œuvre qu'on a eu du plaisir à feuilleter et qu'on aura le temps de bien lire entre les lignes. Il fait beaucoup de portraits, portraitistes. Il fait beaucoup de portraits. Portraitiste, Donc il y a les d'accord. gros gras, gros bêtes, tout ça. D'accord, en conclusion, Richard. C'est beaucoup d'inspiration quand je vous écoutais tout à l'heure. La vie ne fait pas le moine, mais il se permet de reconnaître le Exactement, moine. merci. Et donc je dirais également, lisons beaucoup, parce que quand vous lisez, c'est votre culture qui grandit et votre personnalité est bien forgée. Donc c'est un voyage littéraire, un voyage culturel auquel j'appelle les téléspectateurs. Le livre est accessible. Les Heures de Fatih, c'est la nouvelle parution, c'est très intéressant, c'est un biscuit littéraire et c'est disponible pour tous. Merci Valère, votre conclusion pour ce mardi. Ben, je dis d'abord merci à Regina pour ses conseils en habillement et je demande aux téléspectateurs de ne pas oublier notre ami Charles et de le soutenir. Merci. Non, c'est bon. Mon cher Osséni. C'est bon. C'est bon. Félicitations. Merci Donc, beaucoup. les femmes pour finir. C'est bon. Oui, gros petit, c'est compris. Les femmes pour finir. Grande mince. Toi, Regina, tu es C'est pas grave. Elle est grande Mais mince. moi, j'ai jamais dit Non. définir les femmes comme ça. Elle va y D'accord, aller. non. J'ai jamais défini les femmes On a comme juste ça. pris le féminin J'ai jamais de grand. défini. On a juste pris le féminin de grand mince. C'est grande mince. Voilà. Conclusion, grande mince. Grande et grosse. Conclusion. L'habit ne fait pas le moine, mais il permet au moine de rentrer au monastère. Donc c'est important de faire attention à ce que nous portons avant de sortir de chez nous. Merci beaucoup à vous, Regina Diegou, Valette Adagwe Huansou, Osséni Yaya et notre cher écrivain du jour, Richard Adodjevo, qu'on a eu le plaisir donc de retrouver ici. On a passé d'agréables moments de télévision. Ce fut un plaisir de passer ces 45 minutes avec vous. Que le temps passe, on est déjà obligé de céder la place à Ghislaine Adimi pour la grande messe de l'information de la mi-journée de ce mardi. On va se retrouver très prochainement, mais déjà demain à partir de midi, vous pourrez retrouver juste à ma place ici Yasmine Damata pour un autre numéro du rendez-vous de midi. D'ici là, portez-vous bien. Salut.